On enchaîne et vous vouliez dire un mot, Léa, oui, sur le style Emmanuel Macron. Un petit mot, si vous le voulez bien, sur votre personnalité, avant de donner la parole aux Français avec Karim Rissouli. Parce que c'est vrai, je le disais en début d'émission, les Français ne vous connaissent pas si bien, puisque vous êtes apparu sur la scène publique depuis quelques années seulement. Quelques questions sur votre style, votre personnalité et votre style de présidence. Vous avez dit, je ne serai pas un président normal, je serai un président jupitérien. Jupitérien, carrément. Non, je pense que là, vous faites peut-être une contraction, parce que je ne revendique pas la normalité. Voilà, je me suis demandé si le dieu des dieux, chez les Romains, allait arriver à l'Élysée. Non, on peut. C'est toujours le problème, quand on cite de manière partielle, on peut donner un sentiment étrange. Bah là, il est étrange, effectivement. Oui, mais je vous invite à lire le papier en intégralité. Voilà. Et donc, j'invite plutôt à le faire. C'est plus nuancé. Il n'y a pas forcément du en même temps, en tout cas peut-être pas, mais c'est plus nuancé. C'est jupitérien et pas jupitérien. Non. Ça veut dire qu'un président de la République, ça n'est pas quelqu'un qui est normal dans ses fonctions, qu'on le veuille ou non. Et je crois d'ailleurs que nos concitoyens, et ce n'est pas ce qu'ils lui demandent, c'est quelqu'un qui prend des décisions qui sont parfois difficiles, qui est confronté à des choses graves et profondément difficiles, qui a à conduire l'action du pays, sa représentation à l'international, en Europe et à l'étranger. Donc ce n'est pas quelqu'un de normal. Et ensuite, j'assume totalement le fait que moi je serai un président, si les Français me font confiance, engagé, c'est mon tempérament, vous le voyez, mais en même temps qui sait déléguer, qui ne s'occupe pas de tout le temps, qui n'est pas en charge de l'anecdote, qui n'est pas devant les caméras chaque jour et qui prend en effet une distance. Le président, il préside. Il ne gouverne pas, c'est pas pareil. Justement, qui ne sera pas tout le temps devant les caméras, ça c'est une autre critique. Et quand vous dites jupitérien, ça accrédite cette critique. On entend souvent dire Emmanuel Macron, il est empli du goût de lui-même, narcissique, mégalomaniaque. Parfois on dit cela également. On dit aussi Emmanuel Macron, il veut casser les codes et en même temps il se met en scène, il met en scène sa vie privée. Il est en une des magazines comme un ancien président. Est-ce que c'est vraiment ça, de casser les codes? Alors je sais bien que... Je ne cherche pas à casser les codes pour casser les codes. Oui, mais quand on voit, voyez, quand on voit cette double une, par exemple, cette mise en scène de soi-même, de sa vie privée, est-ce que... Mais vous êtes formidable. Non, mais ça fait 200 fois qu'on me pose la question. Hein. Oui, mais malheureusement. Oui, mais alors encore d'abord, une fois, ce sera la 201e. Eh ben, j'ai d'abord une grande nouvelle pour vous. Je ne suis pas propriétaire de Paris Match. Je le regrette. Oui, mais vous acceptez de poser, c'est pas la question. Attendez, vous acceptez de poser. Non, pardon de vous le dire, il y a des photos qu'on peut faire poser dans la vie, c'est pas une photo. Ça, c'est totalement une photo volée, c'est ce que vous nous expliquez. Non, mais ce que je vous explique, et ce que j'ai dit et redit, c'est pas moi qui fais les unes de magazines. Ça n'est pas moi. Alors, si les unes de magazines se font, d'ailleurs, vous voyez que les dernières, elles sont plutôt à charge et extrêmement agressives, mais parce que... Et les unes people, comme la presse se retourne. Les unes people, elles sont pas moi avec qui les votre fais, je vais être très consentement. concret avec vous. Pourquoi? Mais parce que ça fait vendre du papier. Parce que les journaux qui le font, qu'ils soient people ou pas, ils le font parce que il y a plutôt, ça fait. Non mais pour le dire clair, cette photo, chiffres... elle est prise avec votre consentement, Emmanuel Macron. Mais attendez, regardez. Une opération à peu près organisée. Pas celle-là, pas les unes, pas toutes ces unes qu'on voit là, c'est autre chose. Une de Paris Match. Mais la photo qu'on a vue, par exemple, c'est une façon de vous mettre en scène. Mais ça n'est pas une façon. Je ne fais pas un appel, si vous voulez. On vous demande et vous dites oui. Non, on me prévient qu'il y a cette photo, et à ce moment-là, comme on me dit on va le faire, j'accepte de répondre aux journalistes. Ce qui est différent. Et d'ailleurs, vous reprenez toutes les autres unes de match qu'on m'a tant reproché et que vous avez aussi montré. Que vous n'avez pas totalement assumé. À un moment, vous avez dit c'est une erreur de mettre en scène ma vie privée, puis vous le refaites. Mais non, je l'ai dit pour une fois la première, parce que là, il y avait une interview donnée avec des photos qui avaient été données. Ce qu'on n'a plus jamais refait. Donc, je ne le mets pas en scène, mais tout ça, c'est en quelque sorte le système médiatique qui parle au système médiatique, vous me l'accorderez. Et donc, c'est ce qui me conduit. C'est vous qui parlez au système médiatique, Emmanuel Macron. Non, pardon de vous le dire, moi je parle aux Français. Je parle aux Français. En faisant des unes de magazines. Non, les unes de magazines, ça n'est pas moi qui les décide. En mettant en scène votre vie privée. Ne vous en déplaise. Ça n'est pas moi qui les décide, les unes de magazines. Et quand je vous dis que pour moi un président préside et que j'aurai justement cette distance avec la vie médiatique, c'est que je considère que le problème des derniers quinquennats a été une trop grande proximité avec les journalistes. Et je pense que, en particulier quand on préside, on n'est pas le copain des journalistes. Donc comme candidat, oui. Comme président, non. Je ne suis pas le plus, d'ailleurs. Vous pourrez le noter, on me reproche beaucoup de ne faire jamais de off, de n'accepter jamais de déjeuner ou de dîner de journaliste, ce qui est vrai. Et ça vous arrive de recevoir des journalistes, Emmanuel Macron? Très rarement, comme vous Place le savez. Maintenant aux Français, ils ont des questions à vous poser. Karim, c'est à vous. Là, il faut tourner. Pardon. J'arrive. Bonsoir Emmanuel Macron. On va revenir à votre programme, à vos positions politiques avec 3 Français, 2 qui sont là en face de vous sur le plateau et un élu qu'on retrouvera en direct de la Guyane dans quelques minutes. Emmanuel Macron, vous
vous incarnez volontairement ou pas ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. On va parler de ça. Ces nouveaux emplois, livreurs, chauffeurs VTC, engendrés par l'essor des nouvelles technologies. On va commencer avec un homme qui la connaît bien, l'ubérisation, puisqu'il la vit au quotidien. Bonsoir, Saya Baroun. Bonsoir. Vous êtes chauffeur VTC en région parisienne. Vous avez pris la tête, je le précise, du syndicat général chauffeurs privés VTC, affilié à l'UNSA, pour défendre les intérêts des chauffeurs face aux géants comme Uber, par exemple. Vous, Emmanuel Macron, vous êtes l'un des grands défenseurs de cette ubérisation. On va vous écouter, voilà comment vous justifiez votre position. Allez, Astin, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber, de manière volontaire, qu'il vaut mieux aller tenir les murs ou dealer. Allez leur expliquer. Ce que je sais, notre défaite collective, c'est que les quartiers aujourd'hui où Uber embauche, mais Uber comme d'autres qui sont français, embauchent ces jeunes, ce sont des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir. Ni vous ni moi. Rien. Et la réalité, c'est qu'en effet, ils travaillent parfois 60-70 heures pour toucher le SMIC. Mais ils rentrent dans la dignité. Ils trouvent un travail. Ils mettent un costume, une cravate. Alors Uber ou les autres plateformes, françaises notamment, permettent donc selon vous de rentrer dans la dignité du travail. Cette phrase, elle ne vous a pas échappé, Saya Baroun, vous l'aviez déjà vue. Comment vous réagissez quand vous entendez les propos d'Emmanuel Macron ? C'était ma vidéo de chevet pendant un moment. Je me disais, bon, il me prend peut-être pour un drogué, ce monsieur. La question, c'est que lorsqu'on vient vous expliquer une problématique, pourquoi est-ce que vous imaginez que vous allez tout de suite faire fermer Uber et que tout le monde va retourner vendre de la drogue ? Ma question, en fait, déjà, j'aimerais bien savoir quelle est votre définition à vous de l'ubérisation. Voilà, qu'on regarde si on est sur la même longueur d'onde déjà. D'abord, j'ai jamais considéré qu'il fallait fermer Uber ou que ce que vous portiez, c'était de fermer Uber. Et la réponse qu'on vient de montrer et à laquelle je répondais, ce n'était pas une question de régulation d'Uber ou de cette nouvelle économie. C'était juste de savoir si on devait autoriser quelque chose d'autre que les taxis ou pas. Parce qu'à un moment, le débat s'est posé. Donc, vous m'avez dit l'inverse une autre fois. Pardon ? Vous m'avez dit l'inverse une autre fois. Non. Lorsque je vous ai dit au salon d'entrepreneurs, voilà, pourquoi est-ce que vous ne nous aidez pas face à cela ? Et vous nous dites, si je fais fermer Uber, ils vont tous retourner vendre de la drogue. Vous m'avez dit, oui, mais c'était par rapport aux ennemis des VTC qui voulaient faire fermer Uber. Mais je vous ai dit, je ne vais pas me faire fermer moi-même. Je sais bien. Et donc, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des nouvelles formes d'économie. Moi, j'ai jamais revendiqué le terme d'ubérisation parce qu'on met tout et son contraire dedans. C'est le monde d'une entreprise, notamment. Voilà. Puis parce que c'est pas celle qui se comporte le mieux. Ce qu'on appelle la nouvelle économie, le nouvel entrepreneuriat individuel. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis favorable aux nouvelles formes d'activité, à l'émancipation de certains secteurs et à la capacité justement de libérer de l'activité dans notre pays. Et donc oui, je me suis battu pour qu'il y ait des entrepreneurs ou des salariés qui, dans ce qu'on appelle le cadre des VTC ou de la LOTI, puissent développer leur activité, ce qui est votre cas et le cas de certains de vos collègues, et qu'on ne les bloque pas. Donc ça, j'y suis favorable, et pour tous les autres secteurs d'ailleurs. Je suis pour libérer tout cela. Après, je ne suis pas pour que ce soit le Far West. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de règles. Et le problème, mais je sais bien, avec l'entreprise Uber, justement, parce que vous reconnaîtrez avec moi que ce n'est pas le cas de toutes les entreprises du secteur. Emmanuel Macron, si on est honnête. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Je vous le garantis. Saya Baroun, racontez-nous. Vous disiez, Emmanuel Macron, je ne veux pas que ce soit le Far West. En quoi c'est le Far West aujourd'hui ? Racontez-nous parce qu'on ne comprend pas. On va essayer de donner une définition pour tout le monde de l'ubérisation. Qu'est-ce que l'ubérisation ? C'est posséder ou créer un outil technologique, un outil numérique, venir se positionner entre les clients usagers et les professionnels, les entrepreneurs, et créer une économie de péage. Un peu, je vais extrapoler ailleurs, un hôtel en Savoie va créer un site internet, personne ne va commander. En revanche, il y a une plateforme connue qui va venir nous dire je vais vous donner beaucoup de visibilité, donc économie de péage grâce au numérique, et lui dire je vais vous prendre 40% de votre chiffre d'affaires puisque je vous apporte la majorité de votre chiffre. C'est la même chose avec Uber. Donc ils ont créé une économie de péage où ils nous dominent en fait. On n'est pas de vrais entrepreneurs. Un exemple tout simple, entre l'année dernière et cette année, plus de 20% d'augmentation du prix du gasoil. On ne peut pas l'impacter puisque c'est eux qui décident des prix, mais ils n'assument rien. Donc c'est la nouvelle économie de péage. Maintenant, quand on pose ça, on crée un syndicat, on essaie de se battre, on fait un constat simple. Et ça, c'est la réalité absolue dans toutes les plateformes. Uber, chauffeur privé et le cab. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va manifester chez chauffeur privé. Donc je vous invite à venir rencontrer des chauffeurs. On fait un constat, on essaie de créer un syndicat, on essaie de se battre, on découvre qu'on travaille pour à peine 4 € de l'heure. Et lorsqu'on tape à la porte d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui nous jette à la figure ? Vous êtes de la banlieue, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas d'avenir, acceptez de travailler pour 4 € de l'heure. Et en même temps, vous passez de l'autre côté du mur et vous allez dire à d'autres jeunes, devenez milliardaires. Comment on fait avec ça ? Non, je n'ai jamais dit, là-dessus, soyons clairs, j'ai jamais dit à un jeune accepte de travailler 4 € de l'heure, t'es un dealer. Non, mais vous avez dit dans la vidéo qu'on a vue, Emmanuel Macron, il travaille 60 à 70 heures par semaine pour le SMIC. Si on fait le calcul, ça fait qu'on rentre dans l'indemnité à 4,50 € net. Non, mais ce qui se passe aujourd'hui dans certains secteurs, mais attention, on n'a pas besoin de la nouvelle économie pour ça. Demandez à un commerçant,
un artisan, un agriculteur, parfois combien il travaille et pour combien? On ne fait pas la nouvelle économie. Il n'y a pas besoin d'Uber pour arriver à ces situations injustes. Donc elles existent. Il faut les corriger, il faut le réguler. Mais ne faisons pas de caricature. Donc ce que j'ai dit simplement, je ne suis pas pour détruire de l'activité. Premier point. Et tous ceux qui disent qu'il faut mieux fermer la porte et faire comme on a toujours fait, dire on n'a pas besoin de nouveaux moyens de déplacement ou autre, je dis c'est faux. Deuxièmement, une fois qu'on a dit ça, je dis c'est une façon de rentrer dans l'activité, mais il faut améliorer les choses. J'ai jamais dit aux gens débrouillez-vous. Ce que vous décrivez, à juste titre, c'est ce qui s'appelle un abus de position dominante. C'est pas la nouvelle économie, ça. C'est des gens qui utilisent la nouvelle économie pour recréer ce qui est le plus vieux dans le monde. Ça s'appelle l'économie de rente. Moi, je lutte contre ça. Et j'ai pas arrêté de lutter quand vous avez saisi la j'étais DGCCRF, ministre. vous étiez au ministère de Et l'économie. bien sûr qu'on l'a saisi plusieurs fois. Et vous l'avez saisi quand? Pourquoi on n'a pas eu de plusieurs retour? fois sur des compagnies aériennes, Non, sur des pour nous. compagnies de transport. Pour et les autres. VTC, Et vous l'avez malheureusement, pas fait. quand ils ont baissé, parce que sur Uber, on a saisi plusieurs fois la DGCCRF, puisque je leur ai même fermé des services. Quand j'étais ministre, on a fait, avec le ministère de l'Intérieur, fermer ce qu'on appelait Uber Pop à l'époque, qui était une Alors que d'un autre côté, vous le défendiez. Enfin, Non. Il faudrait revoir alors vos dires en 2017. J'ai défendu des formes d'activité nouvelles, mais je ne défends pas la loi de la jungle. Bon. Donc là-dessus, je vous le dis très franchement, ce que vous dénoncez sur Uber, je partage ce point-là, qui est de dire on ne peut pas avoir une plateforme qu'elle s'appelle Uber, Airbnb ou que sais-je, qui arrive, qui prend une part dominante dans le marché et qui du coup capture tout le monde. Donc comment on régule ça? Un, en se syndiquant. Ce qui a permis d'ailleurs pour ce secteur de manière beaucoup plus forte la loi travail qu'on a tant décriée, par parenthèse. Deux, en contrôlant. Ce qui aujourd'hui, je pense, je ne suis plus en fonction, doit être fait sur Uber. On ne peut pas... Mais vous voulez être président de la République. Donc Pardon? Oui, non mais je dis juste aujourd'hui, je pense que ce qui a été fait, parce que ce qui a été évoqué en creux, c'est qu'en plus du prix de l'essence, il y a eu une baisse des tarifs arbitraire qui n'a pas été négociée avec les chauffeurs par la plateforme. Et donc ça, normalement, ça se régule. Mais trois, moi je suis favorable. Aussi bien pour les grands centres commerciaux qui d'un seul coup strangulent le petit commerce qui a une échoppe dans le centre et qui dépend de lui, que pour les plateformes numériques, qu'il s'agisse d'ailleurs des chauffeurs comme des locataires de chambre, à ce qu'on ait un contrôle très strict et qu'on empêche ces abus de position dominante. C'est comme ça qu'on le régule. Et donc en empêchant qu'ils vous capturent par les prix pour que vous puissiez vivre dignement de votre travail. Vous voulez donner un le dernier mot, contrôle Saya Baroun, des est-ce que prix ça aux chauffeurs. Donc je veux donner le contrôle. Donc je vais vous dire, je veux qu'il y ait un contrôle des prix sur ce sujet-là, en dessous d'un certain seuil. On ne peut pas taper en dessous du seuil de revente à perte. Saya Baroun, Monsieur Macron. C'est l'équivalent. Donc il doit y avoir un contrôle administratif. Un dernier mot, s'il vous plaît. Quand une plateforme on a compris ça. est dominante sur le marché, elle doit être contrôlée. C'est le courrier qu'on vous a fait il y a quelques temps, mais vous n'y avez pas répondu. Elle ne peut pas baisser. Je vous prie de m'en excuser si je n'ai pas répondu. Moi, mon objectif, Monsieur Macron, s'il vous plaît, Saya Baroun, un dernier mot et on change de thématique, s'il vous plaît. Alors, mon objectif ce soir, moi, c'est de deux choses. C'est d'expliquer aux autres qu'on vous a testé et vous nous avez laissé tomber. Vous nous avez trahis. Et la deuxième, c'est d'essayer d'avoir un engagement de votre part. Pourquoi? Mes collègues sont venus vous voir dans votre cabinet il y a un peu plus d'un an. Ils vous ont dit on a besoin de récupérer le tarif. Vous leur avez dit il en est hors de question, Uber a le droit de fixer ses prix. des courses. Et vous l'avez déclaré je suis pas en train de vous dire médiatiquement. que je vous avez donne un dit tarif. ils ont le droit de fixer leur tarif. Votre directeur de cabinet avait dit on lui a demandé de réguler le nombre de chauffeurs parce qu'on était plus nombreux que les taxis. Aujourd'hui on crée des bouchons. Aujourd'hui on est tellement nombreux qu'on tue des gens sur la route. Non, mais aujourd'hui vous attendez. n'êtes pas à l'abri de monter dans un Uber qui a 17-18 heures de conduite dans le nez et il va vous planter quelque part. On avait demandé à votre directeur de cabinet de nous mettre un contrôle sur le nombre de chauffeurs. Il avait dit mais hors de question, c'est l'Europe, c'est le attendez. libéralisme. Il faut vous laisser Aujourd'hui, vous battre. l'engagement, À la c'est fin, quoi que vous vous avez demandez laissé au fond des Non, choses. L'engagement que vous demandez aujourd'hui, c'est mais quoi? là, je peux pas vous Aujourd'hui, laisser c'est dire que ça je parce qu'en suis, plus, aujourd'hui, ça, c'est que je la suis compétence. patron, je suis entrepreneur. On est Monsieur, d'accord. juste sur Je ce- n'ai pas de contrôle ni sur le tarif, ni sur le nombre de chauffeurs, ni sur les règles. Les plateformes numériques qui Mais sont sur de ce l'économie point de qui péage relève du me ministère, dominent. sur ce point qui relève du ministère de l'Intérieur et des Transports, Votre réponse et on va clore le sujet. il y a un contrôle, il y a des places limitées aux examens. Donc ne dites pas ça. Mais il y a énormément d'achats d'examens. attends, J'ai non. acheté les examens moi-même. Attendez. Non, mais sur On ce va faire sujet. Vous connaissez la loi Grand Guillaume? Non, mais sur Non, ce on sujet. parle pas- connaissez la loi Grand Saya Baroun, Oui, on bien parle sûr. pas sur la loi Grand Bon. Guillaume. Non, mais juste Non, un mais instant. sur ce Juste un sujet, instant. il y a deux. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que c'est même pas mon action ministérielle que vous attaquez, mais celle de ceux qui étaient à Pour l'époque. info, j'ai acheté les examens pour le démontrer au ministère. hein. Je suis déjà VTC depuis très longtemps. Non, mais- C'était pour démontrer la Messieurs, magouille. Je voudrais Précision Oui, non, mais utile. Juste un petit instant là. Moi, On a fait une loi. On s'est battu pour avoir Oui. une loi, d'accord?
Qui est-ce que je trouve en train de faire du lobbying dans un restaurant de luxe? Votre directeur de cabinet, monsieur. Attendez, pardon. Là, vous faites des accusations. Dernier point, et on très sort de graves. sujet. Dans un article. Baroun, C'est sorti dans un article. C'est terminé. 89, C'est l'année terminé. dernière, hein. Non, Au attendez. mois de juillet, il y a eu un article. On voyait clairement votre directeur de cabinet, des députés, des sénateurs en train de manger avec un peu l'écosystème du VTC, les loueurs du Attendez, véhicule, les non, non. vendeurs de pioches. D'abord, là, Allez, ce que Ils vous se dites. battaient contre cette loi. Non, mais Ça y est, attendez, Baroun, c'est ce que vous terminé. dites. Réponse d'Emmanuel Macron Non, mais et on change de attendez, thématique. on peut pas S'il vous dire plaît. tout et n'importe S'il quoi. vous plaît. Donc, d'abord, vous avez beaucoup de collègues qui travaillent dur, vous l'avez dit. Il ne faut pas diffuser l'idée que ce sont des gens qui menacent des vies. Il y a un contrôle, il y a un ministère de l'Intérieur dans notre pays, il est rigoureux, il y a des lois et elles sont appliquées. Si elles ne sont pas appliquées, il y a des sanctions et il faut dénoncer les cas particuliers, pas jeter l'opprobre sur toute une profession. C'est clair. La deuxième chose, Et la dernière quand on profère des accusations aussi graves que ce que vous dites, eh bien, on donne les noms, on donne la liste et on va devant le juge. On ne fait pas des sur choses. un article Rue Messieurs, 89. on ne fait pas des choses Il y a en la l'air, liste des gens et des votre parlementaires et autres. votre Emmanuel Moi, Macron, je n'ai ça y jamais est, Baroun. défendu les intérêts de l'un ou de l'autre. Ce Emmanuel que je Macron. dis juste, c'est que je défendrai toujours C'est les terminé. emplois qu'on crée et la nouvelle Il y a activité aucun emploi économique. créé. Et comme, Non, avec on en a François- créé des et comme milliers. avec François Ruffin, C'est des- et comme avec c'est des François Ruffin, vous pourrez continuer Et le la dialogue deuxième chose, après c'est que je l'émission. défendrai toujours Monsieur une juste Macron. régulation On va de poursuivre cette économie. Ça ne ce peut pas être dialogue. le Far Vous êtes West. prêt à On vous poursuit le engager dialogue, pour Emmanuel réguler ça Macron. Ah, mais je m'y Vous êtes prêt à engage. vous On va aller en Guyane. vraiment les yeux dans les La Guyane nous attend, ça y est, Baroun. On va aller en Guyane, département qui fait la une de l'actualité depuis une dizaine de jours. Bonsoir Jean-Claude Madeleine. Pardon. Vous êtes le maire Bonsoir, sans bonsoir à tout étiquette, le monde, ni oui. gauche ni droite, monsieur Macron, de la ville de Sinnamary, 3000 habitants, c'est à une centaine de kilomètres de Cayenne. Et c'est pas n'importe quelle ville, puisque c'est à Sinnamary, chez vous, monsieur le maire, que se trouve le site de lancement des fusées russes Soyouz. On le sait assez peu, mais c'est chez vous que ça se passe. La Guyane, donc, qui est Tout à bloquée fait, par oui. une grève générale depuis une dizaine de jours. Un plan d'1 milliard d'euros a été proposé par le gouvernement. Ça n'a pas suffi à calmer la colère des Guyanais. Jean-Claude Madeleine, vous avez face à vous l'un des favoris à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron? Ben, écoutez, j'attends d'Emmanuel Macron des questions claires, nettes et précises, hein, des réponses claires, nettes et précises sur les questions que je voudrais lui poser. Et en tout état de cause, comment dirais-je, le pays est vraiment en décadence. Donc j'aimerais savoir, parce que j'ai préparé une question pour Monsieur Macron, puisque j'ai lu son programme. Donc Monsieur Macron, vous avez récemment déclaré entendre la colère des Guyanais. Vous avez proposé dernièrement renforcer les moyens alloués à la sécurité, mettre en place le plan de relance de l'économie et des mesures pour la santé. Donc, si vous êtes élu président de la République, irez-vous plus loin que le gouvernement actuel et continuerez-vous à faire le rattrapage du retard qui a été identifié, transmis au gouvernement, demandé pacifiquement par la population guyanaise? Question très claire, Pouvez-vous aussi monsieur Madeleine, également monsieur préciser Madeleine, vos question très claire. propositions? Très Oui. clair, on va déjà répondre à cette question-là. Irez-vous plus loin que le plan d'1 milliard d'euros proposé par le gouvernement, un rattrapage pour la situation Bonjour, en monsieur le Guyane? maire. Bonjour. D'abord, sur ce sujet, Bonjour. il y a en effet des mesures d'urgence qui sont indispensables, je l'ai dit, sur la sécurité, où on a besoin de renforcer le contrôle aux frontières, en particulier la police aux frontières, je pense en particulier au Maroni, puisque c'est là où on a une tension migratoire qui est très forte en venant du Suriname, et sur le Yapok également. On a ensuite besoin d'une relance économique, et ça on le sait, je suis passé en décembre, plusieurs jours en Guyane, où on en a discuté avec les forces économiques. On a besoin pour cette relance d'aider la collectivité territoriale, de travailler avec les collectivités d'ailleurs sur les délais de paiement pour relancer en particulier le BTP et d'autres secteurs. Et puis on a besoin d'un engagement fort en matière de santé, parce que l'hôpital est en crise depuis plusieurs mois. Il y a la question, est-ce que vous allez plus loin que ce que fait le gouvernement actuel? Oui, et je vais être très concret, je l'avais dit en décembre, il y a un plan d'avenir qui a été construit avec le président Alexandre. Ce plan d'avenir, il a un volet de très court terme qui est en train d'être pris par le gouvernement. Mais il avait un volet de moyen long terme qui permet le rattrapage de la Guyane, avec des investissements indispensables, avec aussi plus de latitude qui est donnée. Il faut laisser de l'adaptation réglementaire au territoire guyanais. Je ne vous parle pas allez-y. du pacte d'avenir, Monsieur Macron. Non, moi je vous dis que dès décembre... Laissez-le répondre. Nous sommes en crise aujourd'hui. Nous avons quand même proposé un plan d'urgence au gouvernement. Donc il y a eu quand même 1 milliard 100 qui a été proposé. Et nous disons que pour le plan d'urgence, il nous faut ces 3 milliards. C'est ce que je vous demande. Alors, moi, je vous dis très concrètement... Très clairement, est-ce que vous donnez les 3 milliards à la Guyane aujourd'hui? Non, je ne fais pas de chèque de 3 milliards ce soir sur le plateau, et ni pour vous faire plaisir, ni pour vous décevoir. 1, je confirme les mesures d'urgence. 2, j'y vais plus loin dans le cadre de la discussion que j'avais eue en décembre avec le président Alexandre.
Je pense que ça ne fait pas 3 milliards d'euros, mais je pense que ce sont des mesures concrètes sur la santé, sur l'éducation, sur l'investissement et sur les pouvoirs réglementaires donnés à la collectivité qui permettent ce rattrapage en quelques années. Mais je ne vais pas ce soir signer un chèque en blanc de 3 milliards d'euros dont je n'ai pas le détail parce que je serais irresponsable. Je vous comprends, M. Macron. Un dernier mot, M. Madeleine. Oui, mais je vous comprends, M. Macron. Mais je vous dis que le gouvernement actuel a opté pour 1 milliard. Oui. D'accord, c'est acté. Il nous reste effectivement 2 milliards à pouvoir clôturer ce plan d'urgence. C'est ce que je vous demande. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à suivre et à acter aussi ces 2 milliards si vous êtes président demain? Je suis prêt, 1, à confirmer le plan d'urgence, 2, à aller au-delà dans le cadre de la discussion que j'ai déjà eue, 3, je n'articulerai pas un chiffre de 2 milliards en plus ce soir, parce que moi je n'ai pas tous les détails de ce nouveau plan. Par contre, je souhaite le discuter et le travailler une fois élu avec l'ensemble des élus et des forces vives guyanaises. Une dernière question avant de passer à la dernière thématique. On a entendu les excuses de la ministre des Outre-mer, Erika Baretz, au mégaphone depuis la préfecture de Cayenne, excuses à la Guyane. On a entendu que le Premier ministre était très énervé par ces excuses. Est-ce que vous pensez qu'elle a eu raison de s'excuser au nom de la République? Écoutez, elle était courageuse d'y aller. Elle était courageuse de s'exprimer directement devant eux. C'était un moment de très forte tension. Monsieur le maire le sait mieux que nous. Il y avait une très forte colère. Dans ces moments-là, il faut savoir parler avec le cœur. Elle l'a fait. Elle a eu raison. Et c'est pas facile de s'excuser. Moi, ça m'est aussi arrivé dans la vie politique. On va en parler. C'est pas facile de s'excuser. Non, mais c'est vrai. C'est pas facile de s'excuser. Et donc, il faut lui reconnaître cela. Je pense ensuite que vis-à-vis de la Guyane, on n'a pas été à la hauteur ces dernières années. Parce que la Guyane, elle vient de s'embraser parce qu'il y a une vraie souffrance, parce qu'il y a une attente, parce qu'il y a une pression démographique très forte, il y a de l'insécurité, il y a un problème de santé, d'éducation qui est criant. Si on y avait répondu en temps et en heure, ça ne se serait pas créé. Merci, donc Macron. Je défendrai Erika Baretz sur ce sujet. Et merci, monsieur le maire, et à très bientôt. On revient sur ce plateau et on va parler histoire pour terminer, Emmanuel Macron, et plus précisément d'une grosse polémique que vous avez provoquée il y a quelques semaines. Je pense que vous me voyez venir. Bonsoir, Barbara Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie en collège à Rouen, en Seine-Maritime. On vous avait découverte en 2002. Vous étiez l'une des professeurs de ZEP qui témoignait dans le livre les territoires perdus de la République, qui dénonçait l'antisémitisme dans certains établissements scolaires. La polémique dont je parlais, Emmanuel Macron, vous l'avez déclenchée à Alger, c'était le 13 février dernier, interrogé sur la colonisation française par un média algérien. Vous avez répondu ça. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Alors des excuses, là, colonisation égale crime contre l'humanité. Dans la foulée, vous avez été contraint de vous excuser auprès des rapatriés d'Algérie, des harkis, des pieds noirs, en reprenant la célèbre formule du général de Gaulle, je vous ai compris. Barbara Lefebvre, vous qui avez travaillé d'ailleurs sur l'enseignement des génocides, vous me l'avez dit en préparant la mission, vous n'avez toujours pas compris en revanche ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron. Oui, bonsoir. Non, Bonsoir. je n'ai pas tout à fait compris parce qu'effectivement, moi j'ai rarement enseigné à mes élèves qu'un crime contre l'humanité avait des aspects positifs, puisque quelques mois avant, vous aviez parlé d'aspects positifs de la colonisation. Donc effectivement, j'avoue que là, j'étais un petit peu dans le flou, d'autant plus que assimiler la colonisation à un crime contre l'humanité, ça me semble être assez dangereux et insuffler de la confusion dans les esprits, en particulier les esprits des jeunes générations. Et je pense en particulier à une partie non négligeable de la jeunesse qui, dans notre pays, a du mal à se sentir française, justement. Donc je crains que, par ces propos, vous n'ayez finalement attisé les rancunes et les rancœurs davantage que vous n'avez réconcilié les mémoires, puisque c'était apparemment votre objectif. Et je voulais d'abord, dans un premier temps, vous interpeller sur la question du crime contre l'humanité, parce que le crime contre l'humanité, ce n'est pas un terme qu'on emploie à la légère. C'est d'abord une norme d'un point de vue juridique, au regard du droit international et du droit français. C'est une politique délibérée et organisée de déshumanisation des populations civiles. Donc vous assimilez la colonisation à cela. Et c'est un crime imprescriptible. Et qui dit crime imprescriptible dit que quelque part c'est un crime impardonnable, ineffaçable. Donc la première question que je vous poserai, c'est est-ce que demain je devrais dire à mes élèves que Lyautey, Jules Ferry, Albert Lebrun sont des criminels contre l'humanité au même titre que Talat Pacha, Eichmann, Pol Pot ou Agathe Habyarimana? Question très claire. Non. Alors maintenant, la définition du crime contre l'humanité, elle a évolué. Elle a évolué, elle n'est plus simplement définie par Nuremberg, mais par le traité de Rome, qui a introduit la Cour pénale internationale. Elle a été transcrite dans le droit français en 2010, elle s'est largement élargie. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui, et plusieurs le sont poursuivis pour crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, c'est
ça a été en effet en 2010 transcrit en droit français. La notion est beaucoup plus large, donc ça n'est pas réductible au génocide. La deuxième chose, c'est que, je l'ai dit et vous l'avez d'ailleurs rappelé, j'ai dit, il y a eu dans le cadre de la colonisation, en effet, des actes qui ont été des crimes contre l'humanité, parce qu'il y a eu des destructions de populations de part et d'autre. C'est un crime contre l'humain. Et le point que j'ai voulu faire... De part et d'autre, c'est-à-dire Le point que j'ai voulu faire, là... Vous parlez des crimes du FLN? Et je parle, et j'ai évoqué dans cette interview d'ailleurs, l'ensemble des mémoires. Donc, mon premier point, c'est de dire, la notion juridique, elle est plus large que celle que vous évoquez. Elle est plus large en droit international comme en droit français. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas, moi, appelé à une reconnaissance juridique de ce qui s'est passé, ni écrasé, pour les raisons que vous avez vous-même invoquées, la colonisation, derrière cette notion tout entière. Mais il y a eu des actes dans le cadre de la colonisation et des guerres qui ont été conduites, qui relèvent bien de cette notion, sans vouloir faire d'anachronisme. Mais après, le grand problème que nous avons, et qu'ont ces jeunes que vous évoquez, c'est un problème en effet de conflit des mémoires. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe si mal en France? C'est que nous avons des mémoires multiples qu'on ne réconcilie pas. Parce que nous avons des jeunes à qui, dans l'école française, on n'a jamais expliqué quelle était la part de cette histoire traumatique partagée que nous avions. Parce que... Excusez-moi, Monsieur Macron, mais les programmes scolaires enseignent l'histoire de la colonisation depuis bien longtemps, et l'histoire de la colonisation n'est pas enseignée d'une façon manichéenne, elle est justement enseignée d'une façon historique, d'une façon tout à fait raisonnée. Et là, vous avez une vision peut-être un petit peu caricaturale de la façon dont on enseigne l'histoire de la colonisation. Pas du tout de vision caricaturale. Mais l'histoire nationale... Je veux juste finir de répondre à votre première question. Donc, un, je ne mets pas toute la colonisation derrière cela. Il y a des gestes. Deux, j'ai moi-même pris soin de dire il y a des mémoires à réconcilier. Ce qui a été fait à l'égard des harkis et de leurs descendants, ça relève du crime. Ça a été une humiliation profonde de l'État. La reconnaissance vient d'en être faite. Ce qui a été fait à l'égard des pieds noirs aussi, c'est pour ça que ce qui a été fait à l'égard des appelés, des anciens combattants, et je l'ai dit, pour précisément parce que quand on capture une phrase, c'est le problème du système dans lequel on vit, mais j'en assume de toute façon toute ma part. Et si j'ai commis à ce moment-là une maladresse, c'est ce qui m'a conduit ensuite à bien préciser les choses. Je n'ai pas embarqué tous ces gens derrière le crime contre l'humanité, bien loin de moi. Barbara Lefebvre. Donc en la matière, j'ai dit... De toute façon, c'est effectivement difficile d'enseigner à nos élèves que le crime contre l'humanité concerne ici la colonisation. Donc en effet, dont acte... Et donc ça n'est pas ce que je préconise. En revanche, lorsque vous avez cherché à vous justifier, vous avez évoqué à plusieurs reprises le refoulé colonial. Alors le refoulé colonial, c'est vraiment le mot valise aujourd'hui de tous ces groupes qui se promènent autour des indigènes de la République et du camp décolonial interdit aux Blancs. Ce n'est pas ma... Mais c'est pourtant Alors, vous n'avez pas utilisé crime contre l'humanité dans le sens qu'on entend dans la norme juridique. Le refoulé colonial, c'est pas non plus dans ce sens-là. Utilisé dans le sens plus large, mais refoulé colonial, pardon de vous le dire, il n'y a pas de copyright. Le refoulé colonial, c'est aujourd'hui le vocabulaire des indigènes de la République, de ceux qui justement définissent la République, notamment la République laïque, comme étant une République qui rejoue en permanence sur le sol national jusqu'à aujourd'hui le crime colonial envers les enfants issus de l'immigration. Alors on est là pour, je pense que justement là, vous êtes vraiment dans une situation qui aggrave la fracture identitaire, la fracture culturelle dans ce pays. Et d'ailleurs, il me semble que vous avez au sein même de votre mouvement, comme référent dans le Val d'Oise, M. Saou, qui d'ailleurs est tout à fait proche des idées des indigènes de la République, du refoulé colonial. Donc peut-être que c'est lui qui vous a inspiré cette expression. Non, ce n'est pas lui qui m'a inspiré cette réflexion, d'une part. D'autre part, il a fait un travail remarquable dans le cadre du mouvement. Remarquable. En relayant les tweets de M. Marwan Mohamed. Et enfin, il vient de se déporter de sa fonction, à ma demande, justement, parce qu'il y avait cette polémique naissante. Mais moi, vous savez, je suis ni dans le complotisme, ni dans les assimilations. J'ai aussi dans mon mouvement Claire Tassadit-Oud, qui était derrière, qui vient d'être investie députée, qui a une autre histoire, justement, de ce qui s'est passé. Monsieur Saou n'aurait pas dû se désister quand on n'a rien à se reprocher, on ne fait pas une campagne. Monsieur Saou, que personne ne connaît, messieurs. Oui, on va vérifier tout ça. Qu'il évoque. C'est intéressant. Parce que je pense que c'est toujours un problème de jeter en pâture aux téléspectateurs des gens qui ne connaissent pas forcément, mais qui du coup sont sous l'opprobre. Non, Barbara Lefebvre, s'il vous plaît. Mais pour avancer, monsieur Macron, le refoulé colonial, quand vous l'utilisez, ça veut dire quoi? Mais je dis que si tout allait bien, on n'aurait pas ce genre de discussion. On est plus de 60 ans après ce qui s'est passé. Il faut ouvrir les yeux, pardon de vous le dire. Quand vous allez dans les banlieues, quand vous allez dans d'autres coins de la France où il y a des familles de rapatriés, tout ne va pas bien. Je veux dire, moi j'ai reçu des menaces de mort suite à ce que j'ai dit, de certaines personnes qui consistent, mais
aujourd'hui des gens qui sont militants actifs du Front National et qui considèrent que ce que j'ai dit, que je suis un traître au même titre que De Gaulle, qui en 62 les a trahis. Donc il y a, que ça vous plaise ou non, des mémoires profondément traumatiques dans notre pays liées à la guerre d'Algérie. Mais justement, monsieur, l'histoire nationale n'est pas... Si vous m'y autorisez, je vais juste terminer parce que... C'est terminé, messieurs. L'histoire nationale n'est pas faite pour instrumentaliser justement les mémoires contre l'histoire. Je n'instrumentalise rien. Une dernière réponse et c'est terminé. J'ai dit dans leur complexité la part de chacune de ces mémoires. Mais ce n'est pas apaisé, justement. Et l'histoire scolaire et l'histoire nationale, justement, doit être le lieu de la création du citoyen et de la création d'un citoyen apaisé. Je n'ai rien instrumentalisé. Aujourd'hui, le citoyen français, sur ce sujet, aujourd'hui, le citoyen français, que ça vous plaise ou non, sur ce sujet, il n'est pas apaisé. Et donc, moi, je souhaite, qu'on en parle. Deux, qu'on sorte de ce débat et qu'on construise l'avenir dans nos quartiers, dans les lieux où il y a des rapatriés, des fils de harkis, qu'on soit digne à l'égard des anciens combattants. Mais l'histoire n'est pas un tribunal, monsieur Macron. Mais je n'en fais pas du tout un tribunal, justement. C'est plutôt moi qu'on a mis. Merci Emmanuel Macron. Vous utilisez l'histoire pour cela. En situation d'accusation. Merci Emmanuel Macron. Je vous demandais de vous retourner. On doit réconcilier les mémoires dans leur complexité, sortir de tous ces vieux traumatismes et le faire pour construire l'avenir. C'est les rois de mon souhait. Merci à vous. Merci Madame Lefebvre, merci Karim pour ces échanges.